à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver dans School TV Le Mag pour ce nouveau numéro. Vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école ensemble, on se concentre sur l'école inclusive. Voici sans plus tarder le sommaire. 400 000 élèves en situation de handicap ont donc pris cette année le chemin de l'école. C'est quasi 20% de plus qu'il y a 5 ans. Où en est justement l'école inclusive? Priorité des priorités du gouvernement, vous le savez. Mathilde Wessels, ici présente, sort sa loupe dans un instant. AESH, profession en crise. Voilà des semaines qu'ils crient leur frustration, voire leur colère. Les accompagnants, accompagnantes des élèves en situation de handicap alertent sur un manque criant de moyens, mais aussi de considération. Vous le verrez. Enfin, l'école pour tous, c'est mieux quand les professeurs sont formés. Certains se disent dépassés, voire totalement démunis quand ils doivent accueillir un élève en situation de handicap. La formation est-elle suivie? Est-elle suffisante? On posera toutes ces questions justement à nos invités avec Emmanuel Decodin. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous êtes AESA justement au collège de Chénerail, ça se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Et on est également avec Maëlys de Marcellus, bonjour, ancienne enseignante, bonjour, c'est tout récent, ancienne enseignante spécialisée, coordinatrice du dispositif Ulysse dans un collège du côté de Lyon. C'est parti pour la loupe avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut. Le comeback de Mathilde Wessels. Oui. Expliquez-nous un petit peu, ma chère Mathilde, les mesures de l'éducation nationale qui ont été mises en place pour que les enfants en situation de handicap aient accès à l'école. Alors pour commencer, le gouvernement a fait de cette question une vraie priorité nationale. Depuis 2006 par exemple, il y a eu une augmentation de plus de 173% du nombre d'élèves accueillis dans les écoles. Une augmentation des moyens d'accompagnants a aussi été effectuée. Ces améliorations ne sortent pas de nulle part, car l'égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap a été inscrite dans la loi le 11 février 2005. Quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, quel est le parcours justement de scolarisation? Eh bien, l'enfant bénéficie d'un plan personnalisé de compensation élaboré donc par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, appelée communément MDPH. Ce plan sert de support aux décisions prises en faveur d'une personne en situation de handicap. Dans ce plan est compris la scolarisation, évidemment, pour les enfants. Parlez-nous justement de cette MDPH. Elle ne concerne pas uniquement les adultes, puisque les enfants aussi sont concernés, notamment pour leur scolarité. Effectivement, puisque dans ces MDPH, donc l'équipe met en place une évaluation des besoins de chaque élève, de chaque enfant. C'est en cela justement que c'est très important, car ce sont sur ces bases que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions adéquate pour l'enfant. Vient ensuite le PPS, c'est un outil de pilotage du parcours de scolarisation. En d'autres termes. Alors c'est grâce donc à cet outil, le PPS, que sont définies les modalités concernant le déroulement de la scolarité de l'enfant. En gros, pour vous donner un exemple simple, le PPS définit s'il est nécessaire ou pas pour l'enfant d'avoir recours à une aide humaine ou à un matériel pédagogique par exemple. On en arrive au suivi, mais aussi à l'accompagnement. Et oui, une équipe de suivi donc, de la scolarisation assure un accompagnement attentif et régulier. C'est l'enseignant référent de chaque élève qui réunit donc cette équipe. Présent à toutes les étapes du parcours scolaire, il assure le suivi du projet des élèves scolarisés dans les établissements. Il assure donc un lien permanent avec les équipes de la MDPH. Il est vraiment l'interlocuteur privilégié des acteurs de projet. Quelles possibilités de scolarisation justement pour les élèves porteurs de handicap physique? Eh bien, il y en a plusieurs, justement. La première, c'est la scolarisation individuelle qui ne requiert pas forcément d'aide particulière ou bien avec une AESH, avec qui on en parlera tout à l'heure, qui est, je le rappelle, l'acronyme d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Ensuite vient l'aide collective, la scolarisation collective, et nous en avons parlé de nombreuses fois ici sur ce plateau. Ce sont les fameuses classes Ulysse qui permettent l'inclusion des élèves en situation de handicap en fonction de leurs besoins au sein des classes ordinaires. Et puis nous avons ensuite la scolarisation en établissement médico-social. Et puis enfin, l'enseignement à distance. On connaît tous le CNED, par exemple, pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. J'adore les chiffres, ça donne quoi? Ce sont des chiffres du gouvernement que je vais vous donner. En 2021, l'école inclusive... Non, bien sûr que non, mais on n'émet pas de doute, évidemment. L'école inclusive comptait plus de 400 000 élèves en situation de handicap qui sont scolarisés, plus de 125 000 AESH, ce qui correspond à peu près à une augmentation de plus de 35% depuis 2017. Et pour plus d'infos, vous avez la plateforme monparcourshandicap.gouv.fr, composée de contenus vraiment très intéressants pour répondre à toutes vos questions, vous soyez parents ou élèves, ça fonctionne. Et puis il y a un numéro vert également qui est mis en place, c'est le 0805 805 110. Merci, on creuse tout ça tout de suite, l'expression orale.
L'expression orale avec Emmanuelle Decodin, qui est AESH justement au collège de Chénerail, ça se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Elle s'occupe du petit Corentin. Et en Skype également avec Maëlys de Marcellus. Vous êtes ancienne enseignante spécialisée coordinatrice dispositif Ulysse au collège à l'institution à Saint-Joseph. Ça se trouve près de Lyon. Sur le papier, l'école française est inclusive, c'est-à-dire que Mathilde vient de le dire, qu'elle donne à chaque élève, quelles que soient ses difficultés, les mêmes chances d'être éduqué, d'apprendre et de réussir sur le terrain. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est Emmanuelle. aussi simple? Voilà, c'est la question. Pas tous. Emmanuelle, pour commencer. Sur le terrain, c'est pas évident, aussi bien pour les élèves, les parents, les professeurs et nous, les AESH. Quel est votre sentiment rapide, Maëlys? Effectivement, ce n'est pas forcément si simple. Il y a quand même un vrai mouvement qui est en cours depuis cette loi 2005. Il reste quand même la formation des enseignants. Je pense que c'est presque plus facile en primaire qu'en secondaire. On y arrive pourtant bien et c'est en étant solidaire, en s'apportant des clés qu'on peut avancer et les choses bougent. Il y a une vraie volonté en tout cas. Alors vous me dites que vous préférez voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, c'est ça? C'est ça. Oh bah sinon, parce que quand on écoute effectivement les propos du gouvernement, effectivement, il en est souvent débat et on va parler bien sûr de la crise des AESH. On a vu ces différents mouvements de protestation. Mais quand on regarde les chiffres, effectivement, on parle de 400 000 élèves qui ont fait cette rentrée en 2022. C'est un chiffre effectivement qui est intéressant. Mais est-ce que cela cache pour vous, ma chère Maëlys, une certaine disparité? Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément simple. D'abord, ce qui est très troublant, et moi je vois au sein des dispositifs Ulysse, et je reprendrai juste ce que vous avez mis dans votre présentation en évoquant la classe Ulysse. On n'est pas sur une classe, on est vraiment sur un dispositif d'accompagnement, les élèves ont chacun leur classe de référence. Est-ce qu'il y a une disparité? Oui. Sur le plan géographique. D'abord, il y a un... ouais. Pardon? Sur le plan géographique notamment, j'imagine. Oui, très probablement. D'abord, quels sont les moyens selon les lieux? Et puis, on se retrouve confronté malheureusement à devoir refuser des élèves, à ne pas pouvoir les prendre, faute de moyens, et bien sûr, pas parce qu'ils n'ont pas tel ou tel niveau, mais bien faute de moyens. Vous me dites qu'aujourd'hui encore, de nombreuses familles en 2022 en France mènent encore un parcours du combattant, justement, pour que leur enfant ait les mêmes droits, tout simplement, que les autres? Oui. Oui, certainement. C'est compliqué de trouver le bon établissement. Bien souvent, le parcours du combattant, et c'est ce que vous évoquez dans les difficultés aussi soulevées par les AESH, hein, c'est l'accompagnement de ces enfants qui posent problème. Laisser un enfant en situation de handicap seul dans un établissement scolaire, c'est le mettre à mal. Et donc, il faut impérativement retrouver des moyens pour pouvoir les accompagner au mieux. On va justement voir un clip du gouvernement sur ces accompagnants. Quelle que soit notre situation, nous devons apprendre par les autres et avec les autres. L'école inclusif permet justement à tous les enfants, même ceux qui sont en situation de handicap, d'être avec les autres pour apprendre. J'ai un élève qui est suivi par une AVS pour l'aider dans les apprentissages. Samuel, il est arrivé en CE2, je l'ai suivi encore en CM1 et encore cette année en CM2. Et son intégration s'est faite au fur et à mesure et aujourd'hui, il est très très bien dans la classe. Ce qui est sûr, c'est que ça apprend à tous les enfants de la classe à s'adapter, à vivre avec l'autre et peut-être que justement cette école inclusive pourra nous permettre de construire une société plus tolérante. Emmanuelle Decodin, derrière ce tableau qui semble idyllique, est-ce que cela cache une réalité qui est peut-être beaucoup plus difficile, celle du terrain, celle du manque de moyens criants concernant les AESH? Alors, en termes de moyens, je dirais que c'est au niveau de la formation continue que ça pêcherait un petit peu, dans le sens où, en fait, on a une formation de 60 heures pour débuter dans le métier, mais c'est très tourné vers la théorie.
Et une fois c'est en tout début de carrière, donc une fois qu'on est sur le terrain, bon, on a toujours les interlocuteurs à notre disposition, bien sûr, mais on aimerait quand même avoir des compléments par le biais d'une formation. Maëlys de Marcellus, vous comprenez justement la frustration, voire la colère des AESH qui se font entendre un petit peu partout en France ces dernières semaines? Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est un travail engageant. On le fait parce que, en général, la majorité des AESH qui s'engagent le font parce qu'ils ont le souci d'accompagner ces jeunes, mais ils ne sont pas eux-mêmes très accompagnés. Alors effectivement, si dans l'établissement, il y a un enseignant spécialisé qui peut permettre d'être enseignant ressources, à la fois pour les autres enseignants, mais surtout pour les AESH, ça permet d'avancer. Mais sinon, c'est beaucoup d'apprentissage sur le tas, sur un métier qui est quand même fort peu reconnu, malheureusement. Emmanuel de Codin, vous êtes en ligne avec ce qui vient d'être dit, pas assez de formation, pas assez de moyens, pas assez de reconnaissance aussi de la part du gouvernement? Ouais. Tout à Oui, fait, oui. oui. On a vraiment la sensation d'être la dernière roue du carrosse, d'être des laissés pour compte. Ce qui est surtout mis en avant par les syndicats, c'est le problème du salaire. C'est une forme de reconnaissance. Il n'y a pas que celle-là, mais elle pèse quand même son petit poids. Que va-t-il se passer si le gouvernement ne vous entend pas? Bon, on va essayer de crier plus fort. Mais il pourrait y avoir une pénurie à terme, alors qu'il manque déjà des AESH, une pénurie ou un manque d'engouement, d'attractivité pour ce métier? Je pense qu'il risque d'y avoir un manque d'engouement, tout à fait, car ça commence à se savoir un peu partout que c'est assez précaire comme emploi. Là, actuellement, de nombreux AESH vont chercher des compléments de salaire dans d'autres activités, mais c'est pas évident de caser 2 emplois du temps en un. Et puis il y a ceux qui arrêtent, qui démissionnent, qui changent de voie, malheureusement, oui. Maëlys de Marcellus, il y a les accompagnants, les accompagnantes, il y a également la situation des professeurs qui se sentent parfois démunis, déboussolés, qui ne se sentent tout simplement pas capables d'accueillir un enfant en situation de handicap. Comment justement on peut remédier à cette problématique? Remédier à cette problématique, c'est d'abord remédier remédier à la formation, on va dire, la formation initiale qui doit prendre en compte beaucoup plus ce besoin de diversification et donner des clés aux enseignants. On a un système scolaire qui est très rigide. Et on a une façon de transmettre qui est très, oui, elle aussi assez rigide. Et je pense qu'il faut s'ouvrir à des alternatives, à des façons d'enseigner avec plus de manipulation, avec plus de coopération peut-être, pour permettre cette diversification, qui serait souhaitable et bénéfique pour les enfants. Les professeurs ont besoin d'être formés, les professeurs ont besoin d'être accompagnés pour bien comprendre les enjeux. Ça, ils les comprennent, mais c'est vrai que face à une classe de 30, se retrouver, on a facilement plusieurs enfants dyslexiques, dyspraxiques, etc., dyscalculiques, ou avec d'autres types de handicaps. Et il faut montrer aux professeurs que finalement adapter un support, c'est pas si compliqué que ça prend pas tellement de temps et ça va marcher par la formation initiale, mais aussi la formation au long cours et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, le fait d'avoir des enseignants ressources dans les établissements permet cette communication plus régulière. Et en termes de formation, 25 heures de formation, vous me dites que c'est déjà ça ou qu'on est loin du compte? On n'y est pas, je pense. Surtout que c'est obligatoire depuis 2021, mais que c'est facultatif pour les enseignants qui sont arrivés avant 2021. Hein. Oui, et puis chacun déroule. On a déjà un travail qui est très prenant hein, en termes de temps. Donc c'est vrai que
se dire allez, je me refais encore cette formation-là, même si on en sort toujours grandi, ça c'est une évidence. Voilà, c'est pas toujours évident. Emmanuel de Caudin, que l'on a retrouvé, est-ce qu'il y a un besoin criant en termes de formation pour les professeurs, des professeurs qui se sentent parfois un peu submergés, et pas forcément à la hauteur? Bonne question, je dirais. Je pense que oui, par rapport, comme disait ma collègue Maëlys, je dirais que par rapport à l'adaptation des enseignements, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, il y a besoin d'être soutenu, accompagné, avoir des éditions qui existent, hein, mais on n'est pas forcément au courant au niveau des supports de livres, etc. Et donc, ça va rejoindre complètement ce que disait Maëlys, mais c'est un besoin d'être formé et soutenu, oui. Emmanuel, autre question, dans quelle mesure l'arrivée justement d'un enfant en situation de handicap peut être bénéfique justement pour le quotidien d'une classe? Ça permet d'accepter les différences, aussi bien les leurs que celles de l'élève en situation de handicap. Donc c'est quelque chose de fort. Je sais que mon élève Corentin a été très bien accepté. Ça fait 3 ans que je le suis. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de Corentin? Ça fait 3 ans que vous le suivez, c'est ça? Voilà, depuis sa 5e. Là, actuellement, on est en 3e, on prépare le brevet. Et donc ça se passe, je vais dire, normalement avec les autres élèves. Il a les mêmes centres d'intérêt autres que l'école. Il est greffé du cœur, hein, c'est ça, hein, il est porteur d'une myopathie. Hein. Oui, tout à fait. Donc il a été greffé au niveau du cœur, oui. Et donc, oui, son handicap est physique. Et j'ai perdu le fil. Oui, par rapport aux autres élèves, pardon. Il a les mêmes centres d'intérêt et je dirais les mêmes types de relations. C'est différent avec autistes ou d'autres handicaps. Maëlys de Marcellus, justement, l'arrivée d'un élève, d'un enfant en situation de handicap physique, c'est bénéfique à la fois pour cet élève, mais aussi pour ses camarades. Ça marche dans les deux sens. Ah, c'est une richesse absolue, ça c'est certain. Moi qui ai eu vraiment des élèves en situation de handicap cognitif, la plupart avec des handicaps invisibles ou visibles, enfin certains c'était plus marqué, mais quoi qu'il arrive, ça a toujours été une richesse partagée. Moi j'ai toujours eu à cœur, au moment des réunions de rentrée des parents, de passer dans chaque classe où étaient inclus mes élèves pour présenter cet élève globalement aux parents et permettre la discussion avec leurs enfants, d'ouvrir la discussion avec leurs enfants. Et ensuite, dans un second temps, avec l'accord des élèves et parfois avec eux, on allait les présenter dans leur classe pour exposer leurs difficultés, mais aussi leurs forces. Et on parle bien d'élèves en situation de handicap. Ils ont des situations d'empêchement, oui, c'est certain, mais pas partout, quoi. Ils peuvent être excellents en foot, ils peuvent être excellents en dessin, très drôles, beaucoup maniant l'humour avec beaucoup de finesse. Et ça crée du lien. Bien sûr, c'est idyllique de penser que c'est toujours parfait. C'est pas vrai. Mais en revanche, s'il y a un bon accompagnement, on peut l'aider à créer du lien, on peut les aider à créer du lien avec les autres. Et les élèves de leur classe sont en général très touchants, très accueillants et vont plutôt les soutenir. Moi, je sais que beaucoup d'élèves venaient les chercher dans le dispositif Ulysse en disant « Attends, on t'oublie pas, on vient de te prendre, allez, viens avec nous ». Enfin voilà, il y a une solidarité qui se crée et qui permet aux autres aussi de toucher du doigt la différence et aux élèves en situation de handicap aussi de s'adapter, d'être dans ce lien social qui est si riche et qui permet de grandir pour chacun, quoi. Emmanuel de Caudin, comment on crée du lien et comment ça s'est passé pour le petit Corentin? Alors Corentin, du fait de sa maladie, extérieurement, ça se remarque par des difficultés à se déplacer.
Il peut encore marcher, mais malheureusement pour lui, un jour, il continuera à avancer en fauteuil roulant. Ce n'est pas encore le cas. Et donc, au niveau des autres élèves, ils sont tous dans la bienveillance. Il y a vraiment eu un accueil de Corentin, comme pour un autre élève, voire peut-être même un peu plus aisément. Il a été présenté par la principale du collège. Et tout a été expliqué. Et je pense que c'est vraiment une démarche importante pour pas que tout le monde tombe des nues et pour l'acceptation de cette différence et de ces difficultés. Oui. Est-ce qu'il y a eu des discussions en classe, des échanges à propos justement de son handicap? Est-ce qu'il y a eu des questions qui sont venues naturellement? Alors, je n'étais pas là, c'était en 6e, c'était une collègue AESH qui s'occupait de lui à l'époque, donc je ne sais pas. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Comment ça se passe en général quand un enfant, Maëlys de Marcellus, arrive dans une classe somme toute ordinaire? Il y a cette séquence initiale avec peut-être des échanges avec tous les camarades? Comment ça se passe? Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est que, alors, avec les élèves du dispositif, effectivement, on avait cette démarche-là. Avec d'autres élèves qui ne disposent pas du dispositif de soutien de l'ULIS, ça se passe assez naturellement. En fait, ils sont élèves de la classe. Parfois, si le handicap est plus visible, c'est vrai que les questions viennent d'elles-mêmes. Parfois avec beaucoup de pudeur de la part des autres, ou au contraire de façon un peu cash, on va dire. Les enfants, Mais c'est vrai que c'est très variable en fait, en fonction du handicap, en fonction de la capacité aussi de l'élève à être dans ce lien social. Ça va vraiment varier. Que dites-vous, Maëlys, à ceux qui disent que cela freine les apprentissages? Je leur dis que c'est une erreur. Je leur dis que c'est une erreur parce que, en fait, si on parvient à ce qu'il y ait un travail commun, j'allais dire, de tutorat, par exemple, le fait que les élèves puissent accompagner leurs camarades en difficulté, eh bien, ils sont obligés de reformuler ce qu'ils ont compris de la leçon, par exemple, et le fait de devoir reformuler, c'est déjà intégré, et donc ça fait avancer, ça fait voilà, apprendre de façon très claire. Et puis après, pour moi, ça ne freine pas parce que les apprentissages peuvent être différenciés. Et même si le jeune en situation de handicap est très empêché dans la compréhension du sens, eh bien, c'est pas grave. Il y a des choses qu'il va capter, d'autres qu'il captera moins, où ça prendra plus de temps, mais les autres ne vont pas être lésés pour autant. L'info en plus, Mathilde. Alors pour cette information en plus, Mathilde, vous allez nous parler d'un élève extraordinaire. Il a inventé une prothèse de bras robotique et c'est accessible à tous. Il est incroyable. Mais avant, j'aimerais vous donner ce chiffre de l'OMS. Une personne amputée sur 10 n'a pas accès aux prothèses, faute de moyens. Et les États-Unis comptent 2 millions de personnes amputées. Donc voilà, une fois que ce constat est posé, je vais vous parler de Benjamin Choi, un Américain de 17 ans qui a eu une idée de génie pendant le confinement, pendant que nous étions tous en train de faire du sport, de faire la cuisine. Eh bien, ce jeune homme, après avoir vu un reportage à la télé sur une prothèse contrôlée par le cerveau, eh bien, il s'est mis en tête d'en fabriquer une dans son sous-sol et évidemment de la rendre accessible à tous. C'est encore mieux. Il a donc travaillé 16 heures par jour. Et oui, pendant le confinement, pour créer cette prothèse donc de bras robotiques imprimés en 3D. Il a tout de même mis 30 heures pour imprimer cette prothèse, car il ne pouvait pas l'imprimer en une seule fois. Et finalement, donc, elle fonctionne grâce à l'intelligence. Monsieur Chiffre est de retour, ça coûte combien? Elle ne coûte que $300 à fabriquer, ce n'est absolument rien. Pour vous donner une petite idée de comparaison, pour une prothèse classique, c'est minimum $7 000 et ça peut monter jusqu'à 50 000 pour les plus perfectionnés. Donc voilà, peut-être que dans quelques années, nous aurons ce bras, enfin cette prothèse qui pourra aider plein de jeunes et d'adultes. Merci beaucoup, ma chère Mathilde. Maëlys de Marcellus, dans cette scolarité, quelle est la part justement consacrée aux ressources mentales, psychologiques et peut-être notamment sur le fait de vivre avec son handicap? Le fait de vivre avec son handicap,
soit le handicap est inné, enfin est de naissance, Oui. soit il est arrivé malheureusement à la suite d'une maladie. Il y a tout un chemin d'acceptation du jeune pour pouvoir avancer. Et il y a aussi ce qu'on va pouvoir mettre en place autour de lui pour qu'il puisse se sentir bien, être dans une normalité la plus grande possible. Et donc, on peut, finalement, il y a plein de biais pour arriver à ce que ces jeunes évoluent sereinement, prennent acte de ce handicap, certes, mais que ce soit pas, qu'il ne soit pas que ça. Et souvent, ce handicap devient une force. Ce handicap peut devenir une force, oui. Oui, ça dépend comment on le prend finalement. L'idée, c'est que ne pas considérer le handicap comme insurmontable. Dans les apprentissages, il y a 1000 manières d'arriver à contourner. Le handicap, il sera toujours là. C'est une réalité. Il faut en prendre acte et ne pas le nier. Après, c'est comment est-ce qu'on va contourner la problématique pour avancer à son rythme. Emmanuel Decodin, est-ce que vous avez le sentiment que justement les ESH, les enfants qui sont en situation de handicap, ont une force mentale peut-être plus évoluée, plus forte que les autres camarades? Disons que je vais pouvoir parler uniquement de mon élève. Ce que j'ai remarqué chez Corentin, c'est qu'il y avait une grande maturité de sa part. On peut avoir des discussions pratiquement d'adulte à adulte. Ouais. Je pense que c'est lié aux difficultés qu'il peut rencontrer dans la vie quotidienne, si bien chez lui que dans ses loisirs ou à l'école. C'est tout ce que je pourrais rajouter. Eh bien, merci. Est-ce que, dernière question rapidement, Emmanuel, est-ce que vous arrivez à rester positif pour la suite, j'entends pour le devenir de votre métier ô combien important d'AESH? Oui, je pense d'une part qu'on va être mieux accepté dans l'éducation nationale, aussi bien par les collègues que ceux qui sont dans les hautes sphères. Et donc, mieux accepté, ça veut dire mieux reconnu. Et puis, oui, moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. Comme beaucoup d'AESH, en tout cas, mon sentiment. Un grand merci à vous, encore merci pour vos témoignages. Emmanuel Decodin, qui est AESH au collège de Chêneraille, ça se trouve en Nouvelle-Aquitaine, et qui s'occupe du petit Corentin, que l'on embrasse bien fort ici à School TV. Un grand merci à vous. Également, Maëlys de Marcellus, ancienne enseignante spécialisée, coordinatrice du dispositif Ulysse au collège à l'institution Saint-Joseph. Ça se trouve près de Lyon. Merci à toutes les deux. Un grand merci, comme d'habitude, à Mathilde de VSL. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.